La journée torride décourageait les femmes de porter des talons hauts de peur de s'enfoncer dans l'asphalte ramolli. Cherchant à se protéger de la chaleur, les habitants de la ville se sont rassemblés sous les ombrages des arbres et les toits des arrêts de bus, trouvant du réconfort dans la brise fraîche des climatiseurs des magasins. Dans l'une des célèbres études notariales de la ville, l'atmosphère étouffante reflète la montée en flèche des températures. Malgré le confort de l'air conditionné, la chaleur des émotions des participants rend la pièce claustrophobe. Plus de 10 personnes se sont rassemblées dans un espace confiné, attendant avec anxiété la lecture d'un testament. Tandis qu'ils échangent des regards nerveux et tous par intermittence, certaines connaissances chuchotent discrètement, tandis que des inconnus se regardent curieusement. Un homme corpulent, s'essuyant le front avec un mouchoir, s'adresse brusquement à un vieil homme coiffé d'une casquette assis à ses côtés. « Que pouvez-vous nous dire sur le défunt » demande-t-il. Le vieillard, visiblement irrité, rétorque, « C'était une personne remarquable. Ma mère s'est occupée de lui dans sa jeunesse, nous sommes parents par le sang. » Les tensions s'exacerbent, chaque personne rivalisant d'ardeur pour affirmer son lien avec le défunt, ce qui alimente une vive polémique. La salle bourdonne d'ardeur, telle une ruche au bord du gouffre, et les voix se chevauchent dans une cacophonie rappelant celle de chiens qui se chamaillent. Au bord de l'affrontement, un homme de grande taille, vêtu d'un costume élégant, entre dans la pièce, attirant tous les regards vers lui et étouffant momentanément les bavardages. Qu'est-ce que tout ce remue-ménage ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Demande-t-il d'un ton autoritaire. J'insiste pour que tout le monde se calme immédiatement. Certaines voix se taisent, mais d'autres, poussées par la frustration, persistent à proférer des insultes. Et une femme particulièrement outrée prend la parole avec défi. Aucun d'entre vous n'était là pour Eric dans sa vie, mais maintenant que le testament est remis en question, vous surgissez tous d'un coup, proclame-t-elle. Le nouveau venu, qui s'avère être le notaire, s'impatiente. Si vous ne vous calmez pas, je vais devoir hausser le ton et retarder la lecture du testament. Son avertissement sévère finit par calmer la salle, bien que la tension persiste et que les participants échangent des regards enflammés. Presque toutes les personnes présentes ce jour-là s'étaient rassemblées dans l'espoir d'être citées dans le testament du riche homme d'affaires. Cependant, au milieu de l'assemblée, il y avait une femme qui observait discrètement depuis les coulisses. Elle avait été l'épouse légitime du défunt et savait qu'elle ne devait pas s'attendre à un héritage particulier de sa part, ni de son vivant, ni après sa mort. Lorsqu'elle l'avait rencontré dans sa jeunesse, elle avait espéré de l'amour et de l'attention. Pourtant, au fil des années, elle a regretté plus d'une fois son mariage. Néanmoins, les choses ont pris un tournant décisif lorsqu'elle a décroché un emploi de secrétaire adjointe à l'administration municipale. Madame Carnet, la directrice de l'orphelinat où Cléa a grandi depuis l'âge de 3 ans, a joué un rôle déterminant dans cette opportunité. Cléa était adorée de tous, du personnel aux enfants, et Madame Carnet ne manquait jamais une occasion de faire l'éloge de sa beauté. Madame Carnet ne manquait jamais une occasion de faire l'éloge de sa beauté. Vous êtes une jeune fille éblouissante. Je ne doute pas qu'un prince attende une telle princesse, disait-elle souvent. Cléa, avec un léger rougissement, répondait timidement, eh bien, Madame Carnet, pourquoi chercherais-je un prince ? Je veux me marier par amour, pas par richesse. Un jour, alors qu'elle se hâte dans les couloirs de l'administration, Cléa heurte accidentellement un homme grand et mince. En tâtonnant, elle fait tomber une pile de dossiers qu'elle transporte vers les archives, mais l'homme s'empresse de l'aider à les rassembler. Souriant chaleureusement, il lui tendit le dernier dossier et dit « Je suis prêt à escorter une telle beauté pour éviter tout autre incident. Mais tout d'abord, j'aimerais me présenter et vous demander le plaisir de vous inviter à un rendez-vous. Je m'appelle Eric Anderson. » Cléa, qui n'a pas d'expérience avec les hommes, est surprise. Rassemblant à la hâte ses dossiers, elle remercia l'inconnu et s'en alla rapidement. À la fin de son travail, elle fut déconcertée par la présence d'un galant homme tenant un gros bouquet à l'entrée de l'hôtel de ville. « Vous êtes parti si vite que j'ai décidé d'attendre et de me présenter, » dit Eric, remarquant la peur dans ses yeux. Son sourire la met instantanément à l'aise, et il lui propose une promenade dans un beau parc en face de l'hôtel de ville. « Parlez-moi de vous, et je partagerai mon âme avec vous. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. »
Ensuite, je pourrais peut-être vous inviter au restaurant, proposa-t-il chaleureusement. Cléa, charmée par sa gentillesse et son charisme, accepte. Ils se promènent dans le parc, dégustent une glace dans un café de la rue et discutent avec plaisir. Eric s'est révélé être un interlocuteur captivant, mettant en valeur ses connaissances et partageant des histoires intrigantes qui ont captivé Cléa. Malgré leur différence d'âge de 20 ans, Cléa s'est sentie remarquablement à l'aise en compagnie d'Eric, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Eric, une personnalité respectée de la ville qui dirige une entreprise de construction, a laissé une impression durable sur Cléa. Après une longue promenade, il a raccompagné Cléa chez elle et lui a demandé « Nous reverrons-nous ? Je redoute l'idée de me séparer de vous, mais je vous prie de m'assurer que demain, vous me permettrez de venir vous chercher à votre travail et de me rejoindre pour dîner le soir. » La jeune femme a du mal à s'endormir car son esprit est préoccupé par la nouvelle personne qu'elle a rencontrée, Cléa. Ressentant ses émotions pour la première fois, elle n'avait pas encore réalisé qu'elle était tombée amoureuse. Elle avait envie de passer à la soirée suivante pour voir Eric plus tôt. Ce n'est qu'au petit matin qu'elle put enfin s'endormir, le sourire aux lèvres. À partir de ce moment-là, Eric a commencé à venir la chercher tous les jours après le travail dans sa somptueuse voiture, ce qui a suscité des murmures désapprobateurs de la part des collègues de Cléa. Il n'arrivait pas à comprendre comment une jeune fille pauvre, issue d'un orphelinat, vivant dans une humble chambre à la périphérie de la ville, sans aucune richesse, pouvait entretenir une relation avec un homme plus âgé et plus riche, uniquement par amour. Des spéculations ont vu le jour sur les intentions cachées de la jeune fille, l'accusant d'utiliser Eric à des fins personnelles. Mais ils n'ont pas compris que Cléa ne supportait pas de passer une journée sans voir Eric. Elle appréciait chaque instant passé à l'écouter, à savourer son eau de Cologne luxueuse et à sentir la tendresse de son toucher. Après un mois de relation, Cléa a visité l'exquise maison de campagne d'Eric, où les pièces étaient lumineuses, accueillantes et ornées de grandes fenêtres. En regardant autour d'elle, elle ne peut s'empêcher de s'interroger sur les efforts nécessaires pour nettoyer et entretenir toutes ces fenêtres. Malheureusement, elle a découvert la vérité toute seule. Quelques semaines après leur mariage, Eric a serré sa jeune épouse contre lui et lui a dit « Mon amour, j'ai réfléchi. Pourquoi avons-nous besoin d'un étranger dans notre maison ? C'est un coup inutile, alors j'ai laissé tomber la femme de ménage. Vous êtes jeune et pleine de vitalité, d'autant plus que vous n'avez pas d'emploi. J'ai confiance en votre capacité à tout gérer de manière autonome. » Aveuglée par l'affection qu'elle porte à son mari, Cléa n'envisage pas qu'Eric puisse avoir d'autres motifs que son amour pour l'épouser. La dure réalité était qu'il cherchait une partenaire jeune et séduisante à ses côtés pour renforcer son statut de gentleman prospère et soucieux de sa famille dans la haute société. En outre, il a calculé qu'une fille issue d'un orphelinat n'aurait pas d'attentes ou d'exigences élevées. Ainsi, malgré quelques gestes d'affection, comme lui offrir des fleurs et des cadeaux avant leur mariage, Cléa a été reléguée au rang de simple façade de sa vie réussie. On attend d'elle qu'elle remplisse à la fois les rôles de gouvernante et de cuisinière. Lorsque Cléa a finalement trouvé le courage d'aborder ce problème un an après le début de leur mariage, Eric l'a repoussée sans ménagement en déclarant « Qu'est-ce que tu veux de plus ? Vous résidez au paradis, dans une superbe demeure, avec un conjoint renommé et tous les vêtements que vous pourriez souhaiter. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous êtes libre de partir avec vos biens. J'ai vécu 4 mariages et la perspective d'une 5e épouse ne me préoccupe pas. » Cette nuit-là, Eric, dans un état d'ébriété, se montre franchement émotif et larmoyant, mais Cléa attribue ses crises aux effets de l'alcool. Elle s'accroche désespérément à la croyance que tout ira bien entre elle et Eric. Il y avait des moments où il était affectueux et gentil, et des soirs où il la surprenait en prévoyant d'aller dîner dans leur restaurant préféré, l'incitant à se mettre sur son 31. Lors de ces soirées spéciales, ils partageaient des moments de tendresse en sirotant du champagne et en se balançant sur des rythmes mélodieux. Cléa était prête à tolérer les sautes d'humeur occasionnelles de son mari, qu'elle attribuait à la pression de son travail. Pendant les premières années de leur mariage, elle a gardé l'espoir de fonder une famille avec Eric, mais ses espoirs ont été anéantis lorsqu'il a révélé qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Bien qu'Eric ait regretté cette révélation, il a rassuré Cléa en lui disant qu'ils avaient une belle vie ensemble,
Avec leur belle maison et la liberté de voyager sans les responsabilités de la parentalité, Cléa, touchée par l'affection et la sincérité de son mari, a accepté ces paroles réconfortantes, décidant que l'absence d'enfant ne devait pas éclipser l'amour qu'ils partageaient. Finalement, ils ont pu accueillir dans leur famille un enfant provenant d'un orphelinat. Cependant, au fil du temps, Eric a subi des changements importants qui ont rendu difficile l'éducation d'un enfant ensemble. Au fil des ans, ils ont commencé à mener des vies séparées bien qu'ils résident sous le même toit. Cléa s'est retrouvée dans une situation difficile car, au début de leur mariage, Eric l'a convaincue de vendre l'appartement dont elle avait hérité en tant qu'orpheline et d'investir le produit de la vente dans son entreprise, bien qu'Eric soit satisfait de la bonne gestion du ménage, des repas préparés et de sa belle épouse à ses côtés. Leur relation n'est pas aussi étroite que celle d'un mari et d'une femme. En rentrant du travail, Eric se rendait directement dans son bureau, se servait de nombreux verres de whisky et s'assoupissait. Ses collègues et ses amis remarquent une dégradation du comportement d'Eric, qu'ils attribuent au stress lié au travail et aux longues heures de travail. Cependant, seule Cléa, son épouse dévouée, connaît la véritable cause de ces sautes d'humeur, de son rythme cardiaque irrégulier et de ses autres problèmes de santé, sa dépendance à l'alcool. Bien qu'il l'ait supplié en larmes d'arrêter de boire, Eric répondait par des attaques verbales, la rabaissant et lui rappelant qu'elle dépendait de lui. « Que veux-tu de plus de moi ?» s'exclame-t-il. « Sois reconnaissante que je ne t'ai pas encore quittée. Tais-toi et reste à ta place. Tu es l'épouse estimée d'un homme important dans cette ville, sans moi, tu n'es rien. » La mère d'Eric partageait la même vision des choses et rendait visite à son fils par intermittence. Sans salutation chaleureuse, la belle-mère se met immédiatement à critiquer sa belle-fille dès qu'Eric ouvre la porte. « Pourquoi as-tu amené ce mendiant dans notre maison ?» s'exclame-t-elle dramatiquement, essuyant une larme imaginaire sur sa joue. « Comment as-tu pu choisir comme épouse une personne aussi dépourvue de goût et de style, qui n'a même jamais possédé de maison? Tu aurais dû épouser la fille de mon ami, elle est bien éduquée, vient d'une famille respectable de professeurs, et elle n'est toujours pas mariée. » Cléa a supporté ces remarques blessantes en silence, faisant semblant de ne pas entendre les insultes de sa belle-mère, alors qu'elle n'avait pas de travail, ni d'amis ou de famille pour la soutenir. Cette situation s'est poursuivie jusqu'au jour du décès d'Eric, la belle-mère continuant à traiter Cléa comme une adversaire. Même chez le notaire, elle mettait toujours un point d'honneur à définir bruyamment les relations entre les personnes présentes, ce qui mettait Cléa mal à l'aise à l'idée d'aborder la question de l'héritage. Se sentant mal accueillie et peu appréciée, Cléa était certaine que son mari frugal ne lui avait rien laissé dans son testament. Il avait insisté sur un contrat de mariage pour qu'elle ne gaspille pas son argent avec d'autres hommes après sa mort, une notion qui blessait profondément Cléa car elle ne lui avait jamais donné de raison de douter de sa loyauté. Mais en plaisantant, il a mentionné que toutes les personnes aisées de son cercle social suivaient la même pratique. Cléa avait aimé de tout cœur son mari lorsqu'elle s'était mariée avec lui. Elle le considérait comme plus savant en raison de son âge plus avancé et s'alignait sur ses points de vue. La rêverie de Cléa fut brusquement troublée par un bruit sec et hostile à proximité, insinuant qu'Eric n'avait rien laissé pour elle. Il a dû s'en douter. Puisque vous l'avez épousé pour sa richesse, il a probablement fait en sorte que vous ne conserviez que ce avec quoi vous êtes arrivé. Cléa pivote et rétorque calmement mais fermement à sa belle-mère, « Madame Anderson, vous devriez avoir honte, votre fils unique n'est plus. Malgré cela, vous êtes en train de faire une scène. Je n'ai besoin de rien d'autre que d'un toit, et je crois que je peux m'en sortir toute seule. Faites preuve de respect et gardez le silence en mémoire de votre fils, au moins. » Cléa n'avait pas l'intention de revenir sur le passé ou de dire du mal des disparus, elle souhaitait simplement que l'épreuve se termine rapidement afin de rompre à jamais les liens avec ces individus. Le notaire finit par commencer la lecture du testament en insistant sur la nécessité de se taire. La pièce est saturée d'une tension anxieuse, le vieil homme à la casquette se racle discrètement la gorge de temps à autre, en portant la main à son visage. L'homme corpulent essuyait sans cesse les perles de sueur qui perlaient sur son front. La mère d'Eric regarde sa belle-fille avec animosité,
et les autres personnes présentes semblent visiblement mal à l'aise. Le premier nom sur la liste des bénéficiaires est naturellement celui de Madame Anderson, qui a hérité des biens de son fils, y compris de la grande maison de campagne où Cléa a continué à résider après la mort de son mari. De plus, Eric a légué à sa mère tous les biens opulents qu'il avait accumulés au fil du temps dans leur maison. Dans le passé, il avait un penchant pour la collection d'objets antiques de grande valeur. En entendant le testament, Madame Anderson a adressé un murmure irrité à Cléa, lui demandant si elle avait fait ses valises. Elle lui a demandé si elle avait préparé ses affaires et lui a affirmé qu'elle voulait qu'elle quitte rapidement sa maison. Ignorant la remarque, Cléa s'est simplement détournée et a continué à se concentrer sur la procédure. Pendant ce temps, le notaire énumère les noms des parents éloignés, dont beaucoup n'ont pas vu la défunte depuis son enfance. L'assemblée fixe la jeune veuve avec mécontentement, réalisant que seule une fraction du patrimoine de l'homme d'affaires a été divulguée. Il était de notoriété publique, bien que non divulgué, que le défunt possédait des comptes bancaires et des avoirs substantiels. Étant donné que le couple n'avait pas de descendance, on s'attendait à ce qu'il en soit ainsi. À la stupéfaction générale, le notaire a révélé que l'épouse du défunt hériterait d'une petite maison située dans un village isolé, à quelques heures de route de la ville. Cléa, assise à l'arrière, est déconcertée. Elle s'attendait à diverses choses de la part de son mari économe, mais cette révélation l'a prise au dépourvu. Cléa se souvenait d'une maison délabrée que son mari avait mentionnée peu avant son décès. Dans un état d'ébriété, il s'était vanté d'avoir gagné une propriété dans un village lors d'une partie de poker. Il semble que la maison ait été abandonnée depuis un certain temps, mais c'est mieux que de ne rien avoir du tout. Cléa savait que son mari, outre sa dépendance à l'alcool, avait une autre habitude néfaste. Il jouait souvent aux cartes, et pas seulement pour le plaisir. Elle pouvait discerner si Eric était en train de perdre ou de gagner à son comportement. Lorsqu'il perdait, il rentrait en trombe à la maison, en proie à la colère, et se précipitait au bar sans même enlever ses chaussures. Cléa tentait alors de se réfugier dans sa chambre pour éviter tout conflit, consciente qu'une confrontation était inévitable. À l'inverse, si Eric triomphe, il hurle sur le pas de la porte: « Femme, je suis de retour et j'ai faim comme un loup. » Un jour, son mari arrive à la maison avec son butin, mentionnant une propriété abandonnée à la périphérie de la ville. Cléa est loin de se douter que c'est tout ce qu'il lui léguera après sa mort. La première à retrouver son calme est la mère d'Eric, qui s'approche de sa belle-fille avec un ton malicieux. Elle ricane: « Tu n'as pas l'air contente. Sois reconnaissante à Eric de t'avoir laissé ça. » Croyait-elle qu'elle pouvait mener une vie heureuse grâce aux seules économies d'Eric? Non, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Mon fils n'était pas naïf et il a fait ce qu'il fallait. Tu as assez vécu comme une dame, retourne dans ton monde de désolation. Incapable d'en supporter davantage, Cléa se précipite dans le couloir, s'effondre sur un banc, les larmes coulant sur son visage, les mots cruels de l'obèse désobligeant résonnant à ses oreilles. Que prévoyait-elle? Elles épousent des hommes aptes à devenir leur père et croient avoir capturé l'insaisissable oiseau du bonheur. Regarder Cléa essayer de naviguer dans la vie sans Eric est un spectacle déchirant. Les larmes ont coulé à flot alors qu'elle se rendait compte que son mari de plus de 10 ans, qui avait rendu son existence misérable pendant 8 longues années, ne la considérait rien de plus qu'un fardeau. Bien qu'Eric sache parfaitement que sans lui, elle n'avait pas d'endroit où se sentir chez elle, il considérait son affection comme insignifiante, la reléguant au rang d'une cabane délabrée. C'est lui qui l'a persuadée de vendre leur maison et qui a fait pression sur elle pour qu'elle abandonne son travail, la laissant sans ressources et sans abri. Assise dans le silence solennel de l'étude du notaire, Cléa réfléchit à son avenir incertain. Reprenant son sang-froid, elle prit la résolution de considérer le passé comme une rêverie tragique et d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Elle se félicitait de sa propre prudence, d'avoir mis de côté les maigres économies qu'elle avait réalisées grâce à la maigre allocation qu'Eric lui avait accordée. C'est un peu comme si elle avait senti la nécessité de ne compter que sur ses propres ressources. Avec la modeste somme accumulée en 5 ans, elle s'est procuré un humble appartement d'une chambre à la périphérie de la ville et s'est lancée dans la tâche ardue de trouver un emploi avec une expérience et un niveau d'éducation limité. La recherche d'une opportunité viable s'est avérée être un défi de taille.
S'appuyant sur une lueur d'espoir, elle s'est souvenue de l'orphelinat et du soutien indéfectible qu'elle y avait trouvé au fil des ans, une lueur d'espoir dans ses moments les plus sombres. L'orphelinat avait récemment subi des changements importants, les installations avaient été modernisées et rendues confortables et propres. Malgré les visages familiers de nombreux employés, il y a une femme qu'ils ne reconnaissent pas immédiatement, Cléa, raffinée et élégamment soignée, autrefois pensionnaire sous leur responsabilité, qui se tient maintenant devant le bureau de la directrice, Madame Kearney, absorbée par une tâche sur son ordinateur, lève les yeux à l'entrée de Cléa et enlève ses lunettes en poussant une exclamation de joie. Oh, c'est Cléa! Je ne vous attendais pas. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Comment allez-vous? Combien d'enfants avez-vous? Et comment va votre mari? J'ai entendu dire que vous vous étiez bien mariée, vous êtes toujours aussi ravissante. Cléa raconte sa vie, jusqu'aux larmes, tandis que Madame Kearney la réconforte en lui posant une main douce sur la tête, se remémorant leur passé. Pourquoi la vie vous a-t-elle traité de la sorte, ma chère? Il semble que même dans le luxe, il peut y avoir du chagrin. Puis, à l'improviste, Madame Kearney propose à Cléa une offre d'emploi. Pourquoi ne viendriez-vous pas travailler avec nous? Vous pourriez commencer comme nounou dans le groupe des nourrissons et plus tard, avec ma recommandation, poursuivre une carrière d'enseignante. Nous avons même des logements disponibles pour le personnel. Très enthousiaste, Cléa a accepté l'offre et a commencé son nouveau rôle le lendemain, trouvant une véritable joie à s'occuper des enfants. Tous les jeunes enfants, âgés de moins de 3 ans, se sont immédiatement pris d'affection pour Cléa, comme s'il s'agissait de leur propre mère. À la demande de Madame Kerr, Cléa s'installe à l'orphelinat, où une chambre bien aménagée l'attend au 2e étage du bâtiment. La chambre a été fraîchement réparée et meublée avec des articles neufs, offrant toutes les commodités nécessaires sans aucun excès. Elle comprenait une armoire spacieuse avec un miroir, un lit confortable, 2 chaises, une table et une nouvelle télévision murale. Bien qu'elle ne soit pas aussi extravagante que la chambre somptueuse de son précédent mari, elle offre à Cléa un espace serein et tranquille où elle peut se recueillir. Préférant être absorbée par son travail, Cléa se retirait rarement dans sa chambre pendant la journée et n'y trouvait du réconfort que la nuit. Peu à peu, elle a commencé à se détacher de son passé et à évoquer moins souvent son ancienne vie. Parfois, elle envisage de renoncer à son modeste héritage, qui comprend une maison ancestrale isolée. Heureusement, elle se confie à Madame Kerr, qui lui conseille sagement de ne pas s'en débarrasser hâtivement. Madame Kerr a encouragé Cléa à explorer la propriété elle-même avant de prendre une décision, suggérant qu'elle pourrait avoir plus de valeur qu'elle ne le pensait. Il s'agit toujours d'un bien immobilier, souligne Madame Kerr. Visitez la maison et voyez ce qu'elle offre. Vous pourrez toujours la vendre si vous décidez de ne pas y habiter. Demain, prenez un jour de congé, renseignez-vous sur votre héritage et décidez ensuite de vos prochaines étapes. Le lendemain, Cléa prend le bus de bonne heure en direction de la zone rurale. Elle est surprise par ce qu'elle y trouve. À 2 heures de route de la ville, l'endroit semblait complètement désert, la route est en si mauvais état qu'il semble impossible d'y faire passer un véhicule. La plupart des maisons du village étaient abandonnées, une dizaine seulement semblaient habitées, mais Cléa n'aperçut aucun habitant à proximité. L'avant-dernière maison à la sortie du village semblait délabrée et peu engageante, sa clôture délabrée tenant à peine debout. Elle donnait l'impression qu'elle allait s'écrouler si l'on ouvrait la porte. À sa grande surprise, le portail tint bon et elle pénétra prudemment dans la propriété pour explorer le bâtiment. Bien qu'on ne puisse guère parler de maison, la structure délabrée par les intempéries semblait sur le point de s'effondrer. Les fenêtres étaient rafistolées au hasard avec du bois et certaines vitres avaient volé en éclats. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée, une nuée de corbeaux noirs sortit du grenier en poussant de grands cris, ce qui fit sursauter Cléa et la fit reculer. Malgré sa frayeur initiale, elle se résout à s'aventurer à l'intérieur et à déverrouiller la porte à l'aide de la clé fournie par le notaire. La porte porte des traces de coups et des dégâts importants, il n'y a même plus de poignée. Malgré la lutte, Cléa réussit à déverrouiller la porte et à l'ouvrir.
L'intérieur de la petite habitation était tout aussi lugubre que l'extérieur. Le couloir était encombré d'objets divers que Cléa parcourut prudemment pour atteindre le salon. Les 3 chambres à coucher présentaient le même aspect, ornées d'un papier peint délavé et dégoûtant de saleté. Les meubles semblaient cassés, ce qui laissait présager une altercation ou un vol. Des bouteilles vides et de la vaisselle brisée étaient éparpillées sur le sol miteux, tentées de s'enfuir sans se retourner. L'attention de Cléa est attirée par une petite porte au centre de l'une des pièces. Après quelques hésitations, elle décida d'en explorer le contenu. À sa grande surprise, la porte en bois s'ouvrit facilement, révélant un escalier menant à la cave. Intriguée par l'idée d'un trésor caché, Cléa descendit à la recherche de secrets ou de mystères. Cependant, son impatience retomba lorsqu'elle découvrit que la cave était aussi mal entretenue et malodorante que l'étage. Frustrée et découragée par le spectacle de la ferraille et des haillons, Cléa s'apprêtait à partir lorsqu'un lit de fortune attira son attention dans le coin le plus sombre. À côté du lit, une chaise aux pieds cassés et une table de nuit avec un seul tiroir fonctionnel piquèrent sa curiosité et l'incitèrent à s'approcher du lit. Un matelas usé et une couverture froissée témoignaient d'une occupation récente de la pièce, évoquant un sentiment de négligence. Cléa fouilla méticuleusement le contenu de la pièce, passant au crible les objets en lambeaux dans l'espoir de trouver quelque chose, bien qu'elle ne sache pas exactement ce qu'elle cherche. C'est alors qu'elle aperçut un message écrit sur une feuille en lambeaux, un message désespéré indiquant la captivité et l'exhortant à appeler un numéro précis en ville. Cléa, résolue, compose le numéro, ce qui fait fondre en larmes la femme à l'autre bout du fil, qui se rend compte de ce qui se passe. Face à l'incertitude, Cléa est déconcertée par la voix tremblante d'un homme qui cherche à localiser l'endroit où se dérouleront les opérations de sauvetage. Quelques heures plus tard, une voiture haut de gamme arrive aux portes de l'orphelinat et un homme se présente sous le nom de Monsieur Nenan. Pendant le trajet, Monsieur Nenan se confie à Cléa au sujet de son fils disparu, dont la disparition a laissé un vide dans sa vie. Taylor, sa fierté et sa joie, avait disparu sans laisser de traces après un entraînement de tennis de routine, laissant Monsieur Nenan dévasté. Les incertitudes entourant l'absence de Taylor ont laissé Monsieur Nenan à la recherche de réponses, espérant une résolution de cette épreuve angoissante. La seule information disponible est qu'il a quitté le club de sport, est monté dans sa voiture et est rentré chez lui après un moment de silence. Monsieur Nan a bu un verre d'eau à partir d'une bouteille placée à proximité et a continué à parler. J'ai fait tous les efforts et toutes les recherches possibles pour retrouver mon fils. J'ai fait appel à mon service de sécurité et à des enquêteurs, mais personne n'a pu retrouver la trace de mon fils lorsque je suis arrivé à la résidence de Cléa où Taylor était détenu. Les larmes aux yeux, Monsieur Nan passait méticuleusement au peigne fin chaque recoin de l'habitation délabrée, sans se soucier de salir son costume de prix alors qu'il s'asseyait sur le lit de la cellule. Submergé par l'émotion, il pleure et dit doucement, « Mon garçon, comment as-tu survécu ici ? Que t'ont fait ces malhonnêtes individus ?» Au bout d'un moment, il se tourna vers Cléa et lui demanda comment elle s'était retrouvée dans cette maison et qui y avait habité auparavant. Elle raconta brièvement comment elle était devenue propriétaire de la maison dans des circonstances obscures. Bien qu'incapable de voir le visage de l'homme, elle sentit que chaque détail comptait beaucoup pour lui lorsqu'elle termina son récit. Mais tout cela s'est passé avant qu'Eric n'acquiert cette propriété. Je doute qu'il ait été au courant de l'histoire de la maison. Mon mari, Eric, était trop négligent pour examiner minutieusement chaque recoin de cette structure. Il a mentionné qu'il n'avait jeté qu'un coup d'œil de loin lors d'une visite pour déterminer si elle pouvait régler une dette de jeu après son retour en ville. À son retour, Monsieur Nan a demandé à Cléa de lui fournir les documents de la maison afin de déterminer le nom de l'ancien propriétaire. Sans attendre, il a passé un coup de fil et a obtenu les informations nécessaires en 5 minutes. Il a répondu à l'appel, attentif à chaque mot, exprimant sa gratitude avant de se tourner vers Cléa avec une nouvelle compréhension. « Maintenant, tout se met en place pour moi », a-t-il remarqué. « Je connais bien le propriétaire de cet établissement. C'était un ami de mon ancien associé, avec qui j'ai beaucoup collaboré. Malheureusement, mon partenaire envieux, animé par la jalousie, cherchait continuellement à saper nos réalisations à la suite de conflits récurrents. Finalement,
j'ai pris la décision difficile de mettre fin à notre partenariat, ce qui a profondément blessé son orgueil. C'est à cette époque que mon fils a disparu. Pourtant, jamais je n'aurais pu imaginer que quelqu'un en qui j'avais confiance et avec qui j'ai travaillé étroitement pendant des années puisse commettre un tel acte. Cléa, j'apprécie sincèrement votre discrétion concernant la demande de contact de mon fils. Considérez que je vous suis redevable. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Remettant sa carte de visite à Cléa, il conclut: je vous souhaite beaucoup de succès et je me tiens à votre disposition. L'ancien partenaire commercial de Monsieur Nan a été rapidement retrouvé, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Tout au long du procès, il a fait preuve de lâcheté en avouant rapidement lors du premier interrogatoire. Il est apparu de manière choquante qu'il avait hébergé Taylor dans la résidence d'un ami pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il abandonne la propriété lors d'une partie de cartes. Par la suite, il a relocalisé le jeune homme, divulguant rapidement son nouveau lieu de résidence au cours de l'interrogatoire. Heureusement, Taylor a été sauvé, mais sa santé a énormément souffert pendant sa captivité. Autrefois robuste et athlétique, il est aujourd'hui confronté à de profondes limitations physiques. Ses jambes, ligotées pendant plus de 6 mois, ont subi de graves dommages et montraient des signes de décomposition en l'absence de traitement rapide. Cette négligence a conduit à une infection dangereuse, tout cela grâce à Monsieur Nan. Cléa a été tenue informée de l'évolution de la situation. Il se rendait fréquemment à l'orphelinat, plusieurs fois par semaine, apportant des livres, des jouets et des vêtements pour les enfants. Au fil du temps, Cléa a observé qu'à chaque visite, après le départ du parrain, Monsieur Nan cherchait à s'entretenir en privé avec la directrice. Un jour, Cléa s'est approchée de Madame Carnet en souriant et lui a dit: « Il semble que vous ayez prévu un riche prétendant pour moi et il semble que vous l'ayez trouvé en la personne de Monsieur Nan. » La directrice rougit et se défausse d'un geste de la main en répondant: « Oh, voyons, Cléa, à mon âge, je vais passer mes journées avec mes chats, sans penser à des prétendants. » Peut-être que, lors d'une autre visite, Cléa a trouvé Taylor admis dans la prestigieuse clinique de la ville, et que Monsieur Nan était prêt à n'épargner aucune dépense pour le rétablissement de son fils. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Monsieur Nan s'est assis dans la salle d'attente, les yeux rivés sur son téléphone, visiblement angoissé. « Cléa, l'état de Taylor est critique. Le temps presse et ils ont du mal à trouver le sang nécessaire pour lui. Je me sens tellement impuissant, se lamente-t-il. Tu vois, Taylor n'est pas mon enfant biologique. Ma femme et moi partagions un amour profond et le désir d'une famille nombreuse. Malheureusement, ce rêve ne s'est pas concrétisé. Nous avons donc décidé d'adopter un enfant de l'orphelinat. Dès que ma femme a posé les yeux sur Taylor, elle a su qu'il était fait pour nous. Taylor ne sait toujours pas qu'il a été adopté. Malheureusement, ma femme est décédée peu après l'entrée de Taylor à l'université, me laissant ravagée par le chagrin. Néanmoins, je me suis rendu compte que je devais trouver la force de continuer, surtout pour le bien-être de Taylor. Lorsque Cléa s'est renseignée sur le groupe sanguin de Taylor, une lueur d'espoir est apparue. Peut-être pourrions-nous trouver un donneur parmi nos connaissances. Cléa a été stupéfaite d'apprendre que le groupe sanguin de Taylor correspondait parfaitement au sien. Submergé par l'émotion, Taylor a serré Cléa dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ton altruisme nous a sauvés une fois de plus. Je te dois la vie, » murmura Taylor avec reconnaissance. Cléa est donc devenue la donneuse de sang de Taylor, ne laissant que l'attente anxieuse de l'évolution de la situation. Une semaine plus tard, Cléa a rendu visite à Taylor, mais Monsieur Nilan est entré brusquement dans la pièce, semblant angoissé et serrant un formulaire dans ses mains. Sentant sa vulnérabilité, Cléa s'est précipitée pour l'aider, le soutenant et lui offrant une chaise. Après l'avoir aidé à boire quelques gorgées d'eau, Monsieur Nilan a exprimé sa gratitude avant de révéler qu'il avait effectué un test ADN. Au fur et à mesure que la vérité se dévoile, il révèle que Cléa et Taylor partagent un lien biologique en tant que frère et sœur. Stupéfaite par cette révélation, Cléa a du mal à comprendre la nouvelle réalité d'avoir un frère.
Monsieur Nan a pris la main de Cléa et lui a parlé d'un ton apaisant. Nous découvrirons la vérité en temps voulu, mais notre priorité actuelle est d'assurer la sécurité de Taylor. Quelques jours plus tard, Monsieur Nan a répondu à toutes les questions de Cléa, après avoir sollicité l'aide d'un détective compétent qui a rapidement dévoilé la réalité. Cléa et Taylor ont perdu leurs parents dans un accident alors qu'elles n'avaient qu'1 an et demi. Les jumelles ont ensuite été recueillies par leur grand-mère paternelle, qui a fini par succomber au chagrin. C'est ainsi qu'à l'âge de presque 3 ans, elles se sont retrouvées dans un orphelinat. C'est à cette époque que Monsieur Nan et sa femme visitent l'orphelinat à la recherche d'un enfant, et ils sont immédiatement attirés par Taylor. Malheureusement, le directeur n'a pas révélé que Taylor avait une sœur. Nous n'avons jamais eu l'intention de vous séparer, a regretté Monsieur Nan, nous vous aurions volontiers accueillis toutes les deux si nous l'avions su. Cléa commence à se remémorer ses premières années, se souvenant d'un garçon qui était souvent à ses côtés. Bien qu'elle ait oublié son apparence au fil des ans, il apparaissait de temps à autre dans ses rêves, elle était loin de se douter qu'il s'agissait de son frère. Aujourd'hui, Cléa attend avec impatience le rétablissement de Taylor et son moment de lucidité, qui arrive enfin. Elle s'approcha rapidement de lui, embrassant l'homme perplexe tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Debout au seuil de la salle, elle raconte tout ce qu'elle a appris de Monsieur Nan. Observant les frères et sœurs s'embrasser en pleurant, Monsieur Nan a pris une décision résolue. Il est déterminé à garder la sœur et le frère ensemble à tout prix. Cléa lui était devenue aussi précieuse que son propre enfant. Aussi, une fois la situation calmée, il exprima son profond désaccord avec l'idée de voir Cléa vivre dans un orphelinat. Je préférerais que tu restes avec moi à Taylor. Notre maison est spacieuse et peut accueillir tout le monde. Ici, tu seras plus proche de ton frère, suggéra-t-il, mais Cléa rejette fermement la proposition, insistant sur le fait qu'ils n'ont pas besoin d'habiter ensemble pour être proches. Elle mentionne qu'elle a sa propre petite maison dans le village, même si elle reconnaît qu'elle est en mauvais état. Les jours se sont transformés en semaines, et Cléa a fréquemment rendu visite à son frère à l'hôpital, s'occupant tendrement de lui comme un enfant. Il la questionne avec humour. « Pourquoi me traites-tu comme un enfant ? Je peux me débrouiller tout seul. Tu sais, je peux très bien me servir d'une cuillère et d'une fourchette. » Cléa le taquina. « Je vois bien à quel point tu es autonome maintenant, allongé là, tout bandé. Une fois que tu seras sur pied, tu devras te débrouiller tout seul d'ici là. Je m'excuse, mais en tant que sœur, je veillerai sur toi, affirme-t-elle. Cléa continua à travailler à l'orphelinat, se consacrant aux enfants. Elle passe ses journées avec eux, ne faisant des pauses que pour prendre des nouvelles de son frère. Monsieur Nan se rend fréquemment à l'orphelinat, ne cachant plus ses intentions. Il arrivait toujours avec un gros bouquet de fleurs et se rendait directement dans le bureau de la directrice. Le personnel s'amuse à dire que Madame Kearney doit vivre une histoire d'amour secrète avec le riche gentleman, car elle semble avoir remonté le temps de 10 ans comme par magie, paraissant encore plus radieuse. Madame Kearney s'est confiée à Cléa, exprimant son admiration pour Monsieur Nan, le décrivant comme une personne courtoise et attachante. Ils sont allés au théâtre ensemble à plusieurs reprises, et après ces sorties, Madame Kearney rentre chez elle exaltée. Observant le beau couple, Cléa souhaite silencieusement leur bonheur, surtout lors des visites à l'orphelinat. Lors d'une visite, Monsieur Nan proposa une sortie spontanée hors de la ville, révélant que Taylor attendait déjà dans la voiture. Il suggère d'inviter Madame Kearney pour prendre l'air, soulignant que cela ne ferait de mal à personne. Sentant qu'il y avait une intention cachée, Cléa a accepté avec joie de passer du temps avec son frère, surtout en plein air. Le groupe de 4 se met joyeusement en route, ignorant tout de leur destination finale. Malgré les sites familiers qui jalonnent le chemin, Cléa remarque des changements significatifs. Le sentier accidenté se transforme en asphalte lisse, les menant à ce qui semble être un village déserté, à la place de la vieille maison délabrée laissée par son défunt mari. Une nouvelle habitation en bois se dresse devant Cléa. Un terrain bien entretenu, agrémenté d'une pelouse et de charmants parterres de fleurs, entourait la maison, ce qui ne manqua pas de la surprendre. En arrivant à la propriété, Cléa est étonnée de voir une nouvelle et luxuriante à la place de l'ancienne clôture tordue. Ne pouvant cacher sa surprise, Monsieur Nenan lui prend gentiment la main et y dépose une clé. Il lui expliqua que,
puisqu'elle préférait ne pas vivre avec eux, elle aurait sa propre maison. Il lui assura que la plupart des choses avaient été prises en charge, le reste étant laissé à sa discrétion. Les larmes montent aux yeux de Cléa qui hésite, se sentant dépassée. Madame Carnet, sentant les émotions de Cléa, s'est approchée d'elle et l'a prise dans ses bras pour la réconforter. Elle l'encourage à aller de l'avant et à ouvrir la porte, lui rappelant qu'elle mérite ce nouveau départ. Elle lui a gentiment demandé de ne pas oublier de les inviter à venir lui rendre visite. Avec le soutien de Madame Carnet, Cléa se dirigea timidement vers le porche et introduisit la clé dans la serrure, les mains tremblantes. À sa grande surprise, la vieille et sinistre cabane s'est transformée. À la place de la porte cassée et de la serrure rouillée se trouvait une nouvelle et belle porte avec une poignée sculptée et une cloche. Cléa n'arrive pas à croire à la réalité de la situation, elle a l'impression d'être dans un rêve. Lentement et prudemment, Cléa explora la maison, prenant connaissance de chaque détail. Le décor était exquis, avec de nouveaux rideaux, des meubles et de la vaisselle qui semblaient respirer la chaleur et le soin. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans les pièces, Cléa hésitait à tout toucher, comme pour s'assurer que tout était bien réel. La voix de son frère sortit de sa rêverie et lui rappela ses devoirs d'hôtesse, avec un léger sourire. Il lui demanda en plaisantant si elle servirait le thé à leurs invités. Il s'appuya sur ses béquilles à l'entrée, offrant son soutien à Cléa dans ce nouveau chapitre de sa vie. Monsieur Nan était là pour soutenir Madame Carnet, l'entourant de son bras. « Au fait, j'ai fait quelques courses, » dit-il avant de se diriger vers la voiture. La journée s'est passée dans la bonne humeur, à griller des brochettes sur la pelouse de la nouvelle maison de Cléa et à se laisser porter par les émotions que suscitait une si belle surprise. « Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir une telle beauté ici, » s'exclame Cléa avec enthousiasme. « Merci beaucoup, Monsieur Nan. Je n'ai presque pas envie de quitter cet endroit. » Le regard de Monsieur Nan se porte sur Madame Carnet et lui offre un sourire chaleureux. « Eh bien, nous allons demander à votre sévère patron une semaine de congé. Vous le méritez vraiment. Et pour ce qui est de la sécurité, votre frère peut rester avec vous. Je m'occupe des courses, vous pouvez vous installer et faire comme chez vous. » La soi-disant patronne stricte, avec un sourire doux, a rapidement accepté. Pourquoi pas? Cléa a travaillé sans relâche jour et nuit, c'est l'occasion idéale pour elle de se détendre. Elle nous manquera, bien sûr, mais nous nous débrouillerons. Cléa, qui se sentait un peu dépassée, murmura soudain, « Cela fait une semaine que je n'ai pas de vêtements, j'ai besoin de me changer, il faut que je me change. » Mais Monsieur Nan fait un clin d'œil à son fils et le rassure, « Nous avons tout prévu. Nous avons deviné vos tailles et préparé une pièce qui est maintenant votre propre chambre. Il y a une armoire bien remplie avec tout ce dont vous avez besoin, chemisier, pantalon, survêtements et même pyjama. Maran m'a aidé à tout préparer pour vous. La cuisine est remplie de nourriture pour quelques jours, et bientôt, Maran et moi reviendrons. » Le fait qu'il appelle affectueusement Madame Si par son nom, la prenant au dépourvu, marque un nouveau départ. Elle lui rendit son regard avec chaleur lorsqu'il se rapprocha d'elle, l'enlaçant doucement avant de murmurer « Puis-je vous appeler Maran ?» Rougissante, elle acquiesce timidement en détournant les yeux. Après le départ de Monsieur Nan et de Maran, les frères et sœurs s'assirent sous le porche pour se remémorer leur passé, leurs mots coulant à flot comme s'ils essayaient de rattraper le temps perdu. La nuit se rafraîchit, ce qui incite Cléa à suggérer « Allons nous coucher, chers frères, de peur de geler ici. Nous aurons tout le temps de discuter demain. Tu peux dormir autant que tu veux pendant que j'explore la forêt voisine. » Cette nuit-là, Cléa dormit profondément, sans bouger d'un pouce de l'endroit où elle s'était assoupie. Elle se réveilla avec la lumière du soleil à travers les rideaux et sourit, se délectant du fait que c'était la première fois qu'elle se réveillait dans sa propre maison. S'habillant rapidement, Cléa savoura tranquillement son thé avant de s'aventurer dans la forêt pour ne pas réveiller son frère. L'air du matin était rafraîchissant, les gouttes de rosée scintillaient sur l'herbe tendue, qu'elle fredonnait pour elle-même, suivant le sentier sinueux à travers la verdure luxuriante des bois. Elle avait perdu toute notion du temps en se promenant sans but précis, et se rendit compte qu'elle était perdue lorsqu'elle essaya de rentrer chez elle.
Elle s'efforça de se rappeler son point de départ et chercha des points de repère familiers, mais en vain, épuisée, elle s'effondra sur une vieille souche sous un arbre imposant, déconcertée. « Quel étrange coup du sort !» murmure-t-elle, « je pensais connaître le chemin à suivre, mais me voilà perdue. J'aspire à vivre un nouveau départ avant que mon temps ne soit écoulé. » À ce moment-là, une douce voix d'enfant a rompu le silence, la rassurant avec des mots de jeunesse et de beauté, l'exhortant à ne pas désespérer. L'enfant parlait d'un père qui pouvait la sauver, tout comme il aidait les oiseaux, les animaux et les gens. En se retournant, elle aperçut un garçon chérubin aux cheveux bouclés, âgé d'environ 6 ans. Il lui prit la main et la guida doucement vers un autre chemin. Cléa remarqua qu'il boitait légèrement et lui proposa de le porter, mais le garçon refusa, faisant preuve d'une maturité qui n'avait rien à voir avec son âge. Il raconta l'histoire d'une blessure à la jambe subie il y a longtemps en présence de sa mère décédée, et promit de contribuer au rêve familial d'un voyage en ville pour son opération lorsqu'il serait grand. Cléa s'émerveille de la remarquable maturité dont fait preuve le jeune garçon, prénommé Kevin, qui semble sage au-delà de son âge. Elle est de tout cœur avec lui alors qu'ils se promènent ensemble pendant une vingtaine de minutes, le garçon ne montrant aucun signe de fatigue. Ils finirent par atteindre une vaste clairière éclairée par le soleil, au centre de laquelle se dressait une imposante cabane en rondin. Le garçon appela son père avec enthousiasme, s'exclamant qu'il avait amené quelqu'un, perdu dans la forêt. Une femme en détresse s'était confiée à Kevin, lui faisant part de sa peur d'une mort imminente. Le garçon lui a assuré que son père viendrait à son secours et l'a conduite jusqu'à leur destination isolée. C'est alors que Cléa remarqua, dans un coin reculé de la propriété, un jeune homme grand et robuste qui tenait une hache. Vêtu d'un simple pantalon, son physique musclé attira l'attention de Cléa, qui détourna timidement le regard lors de leur première interaction. Reconnaissant la beauté de la femme, l'homme, connu sous le nom de Sonny, insiste sur le fait qu'une âme aussi charmante ne devrait pas connaître un destin tragique. Il mit sa hache de côté et proposa de lui offrir une tasse de thé avant de discuter de l'aide à apporter. Au fur et à mesure de leur conversation, ils dévoilent des bribes de leur histoire personnelle. Patrick, veuf, avait tragiquement perdu sa femme d'un cancer quelques années auparavant, le laissant s'occuper de leur jeune fils. Ayant choisi de déménager pour prendre un nouveau départ dans un poste de garde forestier, Patrick a associé son fils à ce nouveau chapitre de leur vie. En retour, Cléa a parlé de son mariage peu heureux, de sa quête d'héritage et de la recherche de son frère disparu. Surprise par la facilité avec laquelle elle s'est confiée au premier homme qu'elle a rencontré, elle a ressenti une connexion instantanée avec Patrick, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps et qu'elle hésitait à se séparer de lui. En rentrant chez elle ce soir-là, elle est confrontée à l'expression anxieuse de son frère. « Pourquoi m'as-tu tant inquiétée ?» s'indigne-t-il. « Je n'ai pas pu me détendre. Tu es partie toute la journée, et s'il t'était arrivé quelque chose ?» En réponse, elle sourit mystérieusement et dit d'un ton énigmatique, « Il m'est effectivement arrivé quelque chose, mon frère. Je crois que je suis tombée amoureuse. Il est si formidable, si beau, si remarquable, je pourrais écouter sa voix pendant toute une vie, et il a un petit garçon qui a besoin de soins médicaux. » Cléa raconte l'histoire en détail à son frère. Tandis qu'il l'écoutait attentivement raconter ce qui s'était passé dans la forêt, il prit un engagement solennel. « Nous devons chercher de l'aide pour le petit, il trouvera sûrement un moyen de l'aider, mais promets-moi, ma sœur, de ne plus m'inquiéter de la sorte, je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. » Se rapprochant de son frère, Cléa lui chuchota tout en l'enveloppant d'une étreinte, « N'aie pas peur, nous ne nous perdrons plus jamais, je suis toujours là pour toi, pas seulement quand tu en as besoin. » Patrick et Kevin ont rendu de fréquentes visites à Cléa, lui apportant souvent des myrtilles ou des fraises en cadeau. Il la présente même à Taylor, tissant ainsi de nouveaux liens d'amitié. Les hommes ont des conversations animées et Cléa se réjouit de voir Patrick tous les jours. À leur arrivée, Kevin s'est précipité sur Cléa pour lui dire à quel point elle lui manquait. Cléa lui rend l'appareil, ne voulant pas quitter Patrick et le petit garçon, redoutant de retourner à la vie citadine sans eux. Pendant leur jour de congé, Monsieur Nan et Marianne sont venus en visite,
accompagné du fils de Patrick en tant qu'invité spécial. Ils se sont tous réunis autour de la table, partageant une délicieuse compagnie. Marianne a apporté de délicieuses tartes, tandis que Cléa a préparé une savoureuse soupe aux champignons en utilisant les champignons apportés par Patrick et Kevin. Monsieur Nan semble troublé, contrairement à son attitude joyeuse habituelle, et jette des coups d'œil à Marianne. Il finit par prendre son courage à deux mains et exprime son nouveau bonheur. Avec sincérité, il déclare son amour à Marianne et lui demande de l'épouser. La salle se tait, frappée par ce moment de sincérité. Il semble que Madame Nenan risque de s'effondrer si Marianne refuse, mais après une brève pause et après avoir essuyé une larme, elle répond calmement, « Certainement. Je suis d'accord. Je ne peux pas non plus imaginer la vie sans vous. » Avec une joie évidente dans la voix, il a glissé une bague à son doigt et l'a affectueusement embrassée, ce qui a fait rougir ses joues. Elle murmura, « Qu'est-ce que tu fais? Il y a des enfants ici. » Kevin marmonne sous son souffle, « Je ne suis pas un enfant, j'ai déjà vu des hommes et des femmes s'embrasser dans des films. » Les rires fusent dans le groupe, mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Une fois les rires calmés, Patrick se lève. Son attitude solennelle révèle qu'il a lui aussi réfléchi à ce moment pendant un certain temps. « J'ai eu du mal à trouver les bons mots et le bon moment pour exprimer ce que je vais dire, » a-t-il commencé sérieusement, mais comme aujourd'hui semble être un jour de révélation. « Je dois aussi avouer devant vous tous que j'ai développé de forts sentiments pour quelqu'un parmi nous cette semaine. Kevin et moi nous sommes beaucoup attachés à toi, Cléa, nous ne voulons pas que tu partes. » Kevin se précipita vers Cléa, en boitant légèrement, et l'enlaça en s'exclamant, « S'il te plaît, ne pars pas. Tu vas me manquer, et papa aussi, je veux que tu sois ma maman pour toujours. » Patrick, avec un sourire triste, répondit, « Eh bien, mon fils, tu m'as devancé, je souhaite vraiment que tu restes avec nous, Cléa. » Il poursuivit, « Je comprends que nous ne nous connaissions pas encore très bien, mais Kevin et moi t'attendons avec impatience. » Taylor, ne pouvant plus contenir ses émotions, se tape joyeusement le genou et s'exclame, « Mince, point !» En observant la foule rassemblée, un sentiment de nostalgie s'empare de Cléa, lui donnant l'envie de trouver son propre partenaire. Son cœur lui a soufflé des encouragements, soulignant que Patrick était un candidat fiable et attentionné. Cléa a exprimé sa gratitude en serrant Kevin dans ses bras, affirmant sa joie de devenir la mère d'un enfant aussi charmant. Au fil du temps, 2 mariages joyeux se sont déroulés dans un luxueux restaurant de la ville. Les mariés rayonnaient de beauté dans des robes légères et colorées ornées de délicates fleurs blanches, tandis que les mariés respiraient l'élégance dans des costumes parfaitement taillés, faisant des gestes galants en entrant dans la salle. Cependant, la véritable vedette était un jeune garçon vêtu d'une chemise crème, dont le nœud papillon ajoutait une touche de charme alors qu'il tenait la main de l'une des mariées. Au milieu des plaisanteries, Patrick a taquiné Cléa sur son incertitude quant à l'identité du marié entre lui et Kevin. Amusée, Cléa a scellé son affection par un baiser, rassurant Patrick sur la place qu'il occupe dans son cœur. Après les célébrations du mariage, Cléa s'installe définitivement chez Patrick, et leur union s'épanouit. Avec le soutien de Monsieur Nan, Kevin a subi avec succès une opération de la jambe par des spécialistes qualifiés. 1 an plus tard, Kevin roulait joyeusement sur une bicyclette offerte par Monsieur Nan, savourant les moments d'apprentissage et de rire partagés dans leur maison en ville. Marianne, qui considère Kevin comme son petit-fils, entretient un lien particulier avec lui. Un soir, alors que Marianne s'affairait dans la cuisine, Kevin est entré, désireux de passer du temps avec sa grand-mère bien-aimée. À voix basse, le jeune garçon informe sa grand-mère de l'arrivée prochaine de nouveaux frères et sœurs. Il a entendu sa mère annoncer la nouvelle à son père. À son retour de la ville, elle a présenté des documents à son père, signalant la préparation de l'arrivée de 2 autres membres de la famille. Submergé par la joie, il l'a prise dans ses bras et s'est amusé à la faire tournoyer dans la pièce, réussissant à peine à la retenir. 8 mois plus tard, la famille élargie s'est rassemblée devant la maternité. Parmi eux se trouvait un élégant couple de personnes âgées, 2 hommes portant de grands bouquets de fleurs et un jeune garçon serrant fermement la main de son père. Un air d'excitation envahit l'atmosphère tandis qu'ils attendent impatiemment l'entrée. Bientôt,
une infirmière radieuse est apparue avec 2 bébés emmaillotés dans de douces couvertures roses, ce qui a fait sourire tout le monde.